Les conditions de logement insalubres sont toujours légion au sein des Premières Nations. C'est ce que constate la vérificatrice générale du Canada. En fait, Karen Hogan déplore que ces conditions se sont très peu améliorées au cours des 20 dernières années. Dans un nouveau rapport, Mme Hogan tient même le gouvernement responsable des logements dangereux et inadaptés des Premières Nations. La vérificatrice a également découvert de graves lacunes dans le programme qui fournit des services de police aux Premières Nations et aux Inuits. Voici la réaction de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones. That's why that goal is in place, so that it focuses the mind of all departments of the Government of Canada that we need to work faster and that we need to be making ambitious investments like the ones we've already made. Et j'ai à mes côtés la vérificatrice générale Karen Hogan. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. C'est donc la 4e fois depuis 2003 que vous faites le même constat. Est-ce que le gouvernement fédéral prend l'affaire vraiment au sérieux? Oui, en effet, mon bureau vérifie la condition des logements dans les collectivités des Premières Nations depuis 2003. Ça fait environ 20 ans, c'est deux décennies. Et la condition des logements dans les collectivités reste largement inchangée. Et ceci après beaucoup d'années et beaucoup d'argent investi. Services aux Autochtones Canada et SCHL ont investi environ 4 milliards de dollars et il reste encore 80% des besoins à combler dans ces communautés-là. Oui, parce que l'Assemblée des Premières Nations estime que ça coûterait 44 milliards d'ici 2030 pour corriger la situation, corriger le problème. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer ça? Ça, c'était l'estimé de l'Assemblée des Premières Nations en 2021. Et à ce point-là, on a constaté que le gouvernement n'avait pas un plan pour vraiment établir comment ils allaient investir cet argent-là ou financer toutes les réparations et les nouvelles logements qui devraient être construits. Mais récemment, en 2023, l'Assemblée des Premières Nations a estimé que ce montant a triplé. Et alors, c'est nécessaire d'avoir un plan pour vraiment comprendre l'envergure du problème et d'avoir des actions concrètes à prendre pour combler cet écart. Pour ce qui est des problèmes de moisissure dans les logements, là aussi, ça fait 20 ans que votre bureau constate les mêmes problèmes. Jusqu'à quel point Ottawa est incompétent en la matière? Tu sais, quand ça vient à la moisissure, j'avoue que c'est un problème que les familles dans les collectivités autochtones vivent avec au quotidien. C'est assez incroyable quand même. C'est inacceptable au Canada en 2024 qu'il y ait tant de maisons qui ont encore de la moisissure. Ce qu'on a constaté, c'est que les deux entités, Services aux Autochtones Canada et la Société d'État, n'avaient pas un portrait global de l'envergure du problème de moisissure. Et en effet, la stratégie qu'ils avaient mise en place en 2008 pour adresser ce problème n'est plus utilisée ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Non, ni l'un ni l'autre pouvaient nous l'expliquer pourquoi. Et c'est vraiment un problème de santé, c'est un problème de longue date là, qui devrait être adressé. Et ça débute avec les bonnes données pour savoir comment répondre à ce problème. Oui. Vous constatez aussi que le gouvernement utilise les mauvaises données pour financer les communautés. Comment est-ce possible? Je viens de mentionner que ça débute avec des données et c'est tellement important d'avoir des données qui sont à jour et exactes. Et on a vu que le CHL utilisait les données du recensement de 2001 pour allouer leur financement à travers les provinces. Ça veut dire qu'ils ont manqué 20 années de changement démographique et quand ils ont réajusté leurs calculs, le résultat est que certaines provinces n'avaient pas reçu assez d'argent et d'autres provinces avaient été surfinancées. Et ça veut dire aussi qu'il y a des logements qui se retrouvent en vraiment mauvais état, qui reçoivent moins d'argent. Absolument. On a constaté que les petites communautés qui ont les conditions les plus pires reçoivent en moyenne moins d'argent que les communautés de même taille avec des meilleures conditions de maison. Bon. Dans un autre rapport que vous avez déposé aujourd'hui, vous analysez le programme de services de police aux Premières Nations et aux Inuits. Vous dites que l'argent n'est pas dépensé de manière équitable. Ça risque de poser des problèmes à ces communautés-là, non?
Oui, ce programme-là est vraiment pour fournir un service de police qui est axé sur les communautés, qui adresse des enjeux spécifiques à chaque communauté. On a constaté qu'environ 13 milliards de dollars en 2022-2023 n'avaient pas été dépensés par Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale du Canada. C'était en partie à cause de la pénurie de main-d'œuvre à la GRC, où on a constaté en 2023 que 61 postes de policiers qui devraient être financés à travers ce programme étaient vacants. Et alors, je veux dire, c'est une pénurie de main-d'œuvre plus large à travers le pays, mais c'est vraiment un manque pour fournir des services exigés par des ententes aux collectivités. Mais ça pose des problèmes de sécurité auprès de ces communautés-là, non? Et c'est pour ça que c'est préoccupant qu'il y a de l'argent qui n'est pas dépensé quand c'est un programme qui est vraiment mis en place pour assurer la sécurité des collectivités. Bon. En terminant, je veux revenir avec vous sur votre rapport sur Arrivcan. On a appris que votre bureau a dû licencier 2 employés parce qu'ils effectuaient des contrats ailleurs au gouvernement. Donc, le problème est vraiment répandu, donc à votre bureau également. Ah oui, la fonction publique est vraiment tenue à un standard qui est plus élevé que d'autres entreprises. Et c'est pour cela qu'il y a un code de conduite et un code de valeurs et éthique à travers la fonction publique. Et moi, à mon avis, ça débute avec chaque sous-ministre, chaque employeur qui devrait augmenter, qui devrait s'assurer que leur personnel est au courant de tous ces codes et ces responsabilités, et que quelqu'un qui travaille dans la fonction publique ne devrait pas avoir une activité à l'extérieur du bureau qui pourrait compromettre leur impartialité ou avoir l'apparence d'avoir un conflit d'intérêts avec leurs travaux à la fonction publique. Ça prouve que le problème est vraiment répandu dans la fonction publique, finalement. Alors, je peux pas vraiment vous dire si c'est répandu. Je sais qu'il y a d'autres ministères qui ont le même enjeu que notre bureau, mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne discussion avec tout le monde liée aux valeurs et qu'est-ce que ça veut dire d'être un membre de la fonction publique ici au Canada. Karen Hogan, merci beaucoup. Merci. Merci.